disons sincèrement merci ces jours. Le fait que vous êtes toujours branchés à notre chaîne pour pouvoir suivre chaque fois que nous balançons les émissions sur cette chaîne. Vous avez été toujours présents, branchés, connectés pour pouvoir nous suivre, contribuer aussi. Pour ce faire, nous vous disons sincèrement merci. Je crois, sur le plateau, nous avons cette fois-ci un invité d'État qui va pouvoir aborder les questions juridiques. C'est une série des émissions que nous allons commencer dès ce jour. Ça sera chaque samedi à 13 h. Si vous êtes connectés, vous allez vraiment nous voir. Nous allons aborder les questions purement juridiques. C'est une émission à caractère pédagogique, surtout pour instruire ceux qui font le droit et ceux qui sont aussi fanatiques du droit. Je crois que vous serez épatés au cours de cette émission. L'invité que nous avons n'est pas moindre. C'est un juriste, il est maître avocat au barreau de Boumachi au Grand Katanga. C'est là où il exerce. Je crois pour le reste, maître Dieudonné Tamboué, vous pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous découvrir aujourd'hui. Merci beaucoup Franck pour l'opportunité que vous m'offrez à ce jour pour partager autour de la nourriture scientifique. Vous m'avez déjà présenté, je suis Dieudonné Tamboué Mwanza, avocat au barreau de Katanga et doctorant à l'université de Mbashi. C'est dans ce cadre-là j'ai voulu qu'on partage par rapport à la thématique du jour sur la répression des crimes internationaux. J'espère que les discussions seront conviviales pour permettre à nos téléspectateurs de suivre. Merci beaucoup. Et par surcroît, vous êtes encore enseignant aux universités. Effectivement, je suis chargé des cours dans certaines universités du Kassai central, comme à l'université Simon Kimbangu, où j'ai assumé l'année qui vient de se passer les cours de droit pénal spécial et droit constitutionnel. Les cours de droit constitutionnel congolais. Effectivement. Je suis très content de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau. Je crois nous allons aborder les questions juridiques. Les points que nous allons traiter aujourd'hui, c'est sur la répression des crimes commis dans le cadre du conflit armé Cameroun-Ansam. Maître, étant juriste, je sais que vous avez un œil juridique. Vous n'avez pas regardé ces conflits-là comme tout le monde l'avait regardé. Je crois que vous l'avez regardé avec un œil juridique. Nous ne serons pas politiques, nous ne serons pas sociologiques, mais je voulais que vous puissiez un peu esquisser sur les crimes que vous avez à voir dans ces conflits-là, pendant ces conflits ou après même ces conflits-là. Quels sont les crimes que vous avez à constater pendant ces atrocités de Cameroun-Ansam? Donc en fait, Franck, la qualification des crimes relève de l'autorité judiciaire. Comme en droit pénal, le juge est saisi des faits. Et de ces faits, le juge va procéder à l'examen au regard des éléments constitutifs des infractions ou des crimes pour dégager et donner la définition légale à ces faits. Un nom de droit, ça c'est un crime contre l'humanité, crime de guerre ou crime de génocide. Bon, en fait, c'est au regard des instruments internationaux, au regard du code pénal,
au regard du statut de Rome, qui, cet instrument international, prévoit trois grandes catégories de crimes internationaux, dont les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes de guerre. En analysant les éléments spécifiques, les éléments constitutifs de ces crimes internationaux, il y a moyen de faire un distinguo entre les faits. Il faut d'abord retenir que parlant des crimes internationaux, on voit la violation massive des droits humains. De tous les actes qui sont commis, si d'une manière généralisée sur la population civile, entre dans le cadre des crimes internationaux. Donc, quand vous commettez ces faits ici, ces faits prennent la coloration internationale et peuvent être jugés par les juridictions internationales. Et même les membres fondateurs de la Cour pénale internationale, qui est une institution internationale. Mais pour revenir aux faits qui sont commis ici dans la province, dans l'espace Kassai, il n'y a pas seulement que la province du Kassai centrale, il y a eu la province de Kassai orientale, et même la province du Kassai, Sankourou, cet espace a été touché. Le juge qui sera devant ces faits, la première question qu'il va se poser, c'est de voir tous ces crimes, tous ces faits, toutes ces violations, les tueries, les viols, les pillages, l'incendie des maisons, le pillage des biens, tous ces faits, quand ils sont commis dans un contexte donné, prennent la définition légale, soit des génocides, soit des crimes contre l'humanité, soit des crimes de guerre. Ces faits, quand ils prennent la dénomination du crime de génocide, c'est quand c'est commis dans le contexte de planification de l'extrémation d'un groupe donné. Et la loi, le statut de Rome, à son article 6, a déjà prévu les éléments constitutifs des crimes de génocide. On peut commettre l'extermination dans l'intention de détruire un groupe ou une partie, ou une seule partie de ces groupes donnés. Ça peut être les groupes politiques, les groupes ethniques, religieux. C'est-à-dire, quand vous commettez, vous attaquez tout un quartier, dans l'intention de détruire un groupe appartenant à ces groupes, à l'aide de ces groupes, vous êtes là poursuivable pour les crimes de génocide. Vous pouvez prendre ces mêmes faits, des tueries, des meurtres, de viols, vous prenez le cas de pillage, d'incendie des maisons, les exterminations, enrôlement d'enfants, tous ces antivaleurs, toutes ces infractions, quand vous les commettez dans le cadre d'un plan, ces plans qui soit Maître, s'il vous plaît, une attaque généralisée. Un plan dans quel sens? C'est-à-dire planifier bien avant. C'est-à-dire vous planifiez. Donc avoir l'intention de tuer ces groupes ethniques ou religieux. Vous organisez une attaque généralisée pour attaquer. Et cet élément peut être considéré comme l'élément moral. L'élément moral, l'intentionnel ou le mobile. Non, ici, pour les crimes internationaux, il y a des données des grands groupes d'éléments constitutifs. Il y a d'abord l'élément constitutif, les éléments contextuels. C'est-à-dire qui différencie les infractions ordinaires, les crimes ordinaires, des crimes internationaux. Ce sont les éléments contextuels. Ce que j'ai su de dénombrer, ce sont les éléments contextuels. Voilà. Les contextes liés au génocide, c'est-à-dire la volonté d'exterminer
ou de détruire tout un groupe donné, un groupe qui doit être protégé par la loi. À l'article 6 du statut des Roms, quand il y a une volonté de détruire en partie ou totalement ce groupe donné, là on est dans le contexte de génocide. Quand on est devant un contexte tel que il y a une planification d'une attaque généralisée ou systémique. Généralisée, c'est-à-dire on attaque les centres-villes de Canada, donc toute la ville. Donc tout celui qui sera là, on va l'attaquer, on va tuer, on va violer, on va incendier. Ça s'appelle attaque généralisée. Il n'y a pas de gens ciblés que si vous trouvez les gens bronzés ou les gens noirs, vous ne les tuez pas. Donc, tout le monde. Ça c'est l'attaque généralisée. Ou lorsqu'il s'agit d'une attaque systémique, c'est-à-dire un groupe ciblé donné qui a comme organisation, comme objectif, comme mission de faire des mal, de tuer, de planifier, ou bien un gouvernement qui planifie d'exterminer un groupe armé qui planifie d'exterminer un groupe déterminé, même les militaires. Donc, quand le juge est maintenant en présence de ces éléments qui indiquent que l'attaque qui a été lancée a été généralisée ou a été systématisée, c'est-à-dire planifiée par un groupe, on est en présence de crimes contre l'humanité. Mais prenons les mêmes circonstances, comme je suis sûr, dans le cas de conflits dit comme maintenant Sabou, quand ces viols, ces meurtres se commettent dans le cadre d'un conflit armé. Là, on parle de crimes de guerre. Alors, la difficulté de savoir quand est-ce qu'il y a conflit armé. Conflit armé, voilà. Quand est-ce qu'on peut, le juge peut parler, peut être convaincu qu'il y a eu effectivement dans ces cas conflit armé. La jurisprudence, la loi n'a pas défini exactement ses contenus. La jurisprudence abondante internationale comme interne a estimé que chaque fois qu'il y a un conflit entre l'armée régulière d'un côté et un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé, un mouvement insurrectionnel armé qui s'attaque contre l'armée régulière, on est en présence d'un conflit armé, d'un conflit international. Ou ça peut être un conflit international, ça peut être un conflit interne ou non international. Comme dans le cadre ici, il ne s'agit pas de conflit armé international, mais il s'agit de conflit armé interne. Ou un conflit armé non international qui a opposé l'armée régulière au groupe de miliciens comme ça, puisqu'ils étaient aussi armés. À partir du moment où l'État engage l'armée régulière à la trousse des miliciens, à la trousse des groupes armés, on est en présence des crimes de guerre. Tous les crimes qui vont se commettre dans ce cas-là seront qualifiés de crimes de guerre. Voilà un peu les paramètres qui vont guider le juge qui sera saisi, ou du moins le juge qui est déjà saisi pour certains faits, dans ce cadre, pour juger conformément au crime le soumis. Est-ce que dans le cadre de conflits comme maintenant, il y a eu crime de génocide, est-ce qu'il y a eu crime contre l'humanité, est-ce qu'il y a eu crime de guerre? Voilà. Il a que le statut des Roms, qui est d'ailleurs intégré déjà dans notre code pénal. Donc, ce droit international est déjà intégré dans notre droit interne, dans le code pénal international, que le juge devra. Merci beaucoup, maître. Dans cette occurrence, comme nous sommes en train de parler des
de la répression des crimes commis dans le cadre du conflit armé Kamuna-Nsapu. C'est-à-dire nous sommes en train de parler de ce qui s'était passé pendant cette période-là des atrocités de Kamuna-Nsapu. Vous avez parlé des conflits armés entre les milices, les miliciens Kamuna-Nsapu et les militaires. Est-ce que devant les juges, si ce sont des militaires qui attaquaient les miliciens, est-ce que les miliciens ne peuvent pas évoquer la légitime défense? Même si ce sont des miliciens qui attaquaient les militaires, est-ce que les militaires, dans cette occurrence, ne peuvent pas évoquer la légitime défense pour se défendre et défendre la population qui était aussi menacée par les miliciens? Effectivement. Nous sommes dans le cadre de crimes internationaux, c'est-à-dire la violation massive et grave des droits de l'homme. Quand, dans le cadre de droit international humanitaire, quand il y a hostilité, quand il y a conflit armé, comme on l'a dit, international ou interne, la guerre, dans la règle des guerres, c'est de tuer l'adversaire qui est armé. Mais ce qui est prohibé, c'est que ceux qui sont armés puissent s'apprendre à la population civile. Voilà. À la population civile. Et à l'air bien. Et à l'air bien. Sont protégés par le droit international humanitaire. De deux, les combattants, des deux côtés, les forces armées et les miliciens, on ne peut plus attaquer un combattant qui est par exemple atteint par une balle, qui ne sait plus utiliser son arme, qui est prisonnier. Quand on l'arrête, il est déjà prisonnier, on ne peut plus les tuer. On doit les gérer conformément à la Convention de Genève par rapport aux prisonniers de guerre. Ça s'applique en droit international, dans le conflit international, conflit armé international, tout comme dans le conflit armé non international. Alors, on ne peut pas, puisque on est attaqué par les miliciens, les militaires entrent dans les maisons et commencent à violer les femmes. Vous voyez? Et dans ces cas-là, on ne peut pas se justifier par rapport à la légitime défense. Donc ce qui a fait que ces crimes-là revêtent ces caractères de crimes internationaux, c'est lorsque la population civile est protégée. Lorsqu'elle est menacée, attaque généralisée, systématique contre la population civile, destruction de leurs biens, tous les crimes. C'est là où que les faits peuvent revêtir. Mais aussi les combattants sont protégés à partir du moment où ils ne constituent plus un danger, où ils ne savent plus attaquer. Donc ils sont déjà neutralisés, ils sont malades, ils sont déjà prisonniers, ils sont déjà au pouvoir de leur ennemi. Quand ils sont au pouvoir de l'ennemi, vous ne pouvez pas les exterminer. Quand vous les terminez, vous tombez dans le cadre des crimes internationaux. Et donc, ici la légitime défense ne peut pas se justifier. Vous êtes attaqué et vous attaquez à la population civile. Il ne s'agit pas là de légitime défense. Donc il s'agit de violations graves des droits humains et qui sont sanctionnés par les droits internationaux et par les droits internes. Maintenant, quels sont les instruments juridiques qui sanctionnent ces crimes-là? Au premier point, nous avons, s'il faut parler des droits internationaux pénals, puisqu'on parle des crimes, le premier instrument qui a sanctionné, quand nous parlons des sanctions pénales, nous voyons la peine. La peine. Oui, nous voyons les morts, la peine de la prison à vie, l'amende. Il y a des instruments internationaux tels que les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève, qui ont caractérisé plusieurs violations des droits de l'homme, mais il n'y a pas eu de sanctions au sens du droit pénal. Le premier instrument international
que la communauté internationale ait mis sur scène, c'est le statut de Rome. Donc le juge d'un pays, tous les pays qui sont membres au statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, a comme instrument, le premier instrument, c'est le statut de Rome. Il devra vraiment maîtriser ces statuts, l'intégrer, puisque son contenu, le contenu de ces crimes se trouve déjà comme ici chez nous au Congo, dans les codes pénals. Dans les codes pénals aussi. On a déjà modifié, on a inséré intégralement les définitions et les contenus des crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre dans notre code, sauf la peine, puisque le statut de Rome ne prévoit pas la peine de mort. Oui. Mais le Congo, le code prévoit cette peine. Prévoit encore la peine de mort. La peine de mort, mais qui n'est pas contre l'humanité pratiquée. Même s'il y a encore un moratoire qui fait que tout prévenu qui est condamné à mort, on ne sait pas l'exécuter. Donc, c'est commué tacitement à peine de servitude pénale à perpétuité. Et donc, le premier instrument qu'on a, c'est le statut de Rome, qui prévoit ces crimes à son article 5, qui réprime les génocides. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Oui, l'article 5 prévoit l'article 5 du statut de Rome. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, chapitre 2, compétences, recevabilité et droits applicables, article 5, crimes relevant de la compétence de la Cour. Il y en a 4. Il y en a 4. Nous avons les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité, nous avons les crimes de guerre et nous avons les crimes d'agression. Maintenant, quels sont les crimes qui ont été répertoriés ici, dans le cadre de ce conflit? Effectivement. Il y a eu, dans le cadre du conflit... Est-ce qu'il y avait aussi les crimes d'agression? Je ne pense pas. En fait, au regard il y a quelques procès qui ont déjà été tenus. Il y a eu un seul jugement dans le cadre des procès des affaires de Bouloumou. Il y a un tribunal militaire qui a eu à condamner quelques prévenus pour le crime de guerre. Puisque le juge a considéré entre 2016 jusqu'en 2018, je pense, en RDC, on était en présence d'un conflit armé non international. Puisque, effectivement, la RDC avait déployé, quand la police échoue de maîtriser les mouvements internationaux, à partir du moment où l'armée fait sortir les militaires pour affronter ces groupes armés, ça devient déjà conflit. Ça devient conflit armé non international. Dans ces cadres-là, comme il s'agit d'un groupe local, on était en présence d'un groupe, d'un conflit international, d'un conflit armé non international. Et dans ces cas-là, les crimes, les meurtres, les viols qui ont eu lieu dans ces temps-là, ont été qualifiés de crimes de guerre. Maintenant, ils sont mis à charge de qui? Parce que là, nous sommes en face des protagonistes. Nous avons les militaires et les miliciens. Bon, maintenant, ces crimes-là seront mis à charge de qui? De l'armée ou des... Franck, il faut retenir la règle en droit pénal. L'infraction est individuelle. Même si nous voyons avec les statuts de Rome, le droit international, et il y a possibilité pour qu'un supérieur militaire puisse répondre, soit condamné pour les crimes commis par ses agents, ses subalternes, s'il a failli au devoir de contrôle. Mais le principe, c'est que l'infraction est individuelle. Il y a eu des crimes, il y a eu des meurtres
il y a les gens qui ont tué effectivement, qui sont arrêtés. Mais cela n'exclut pas aussi qu'il y ait des personnes qui puissent supporter la responsabilité civile, comme l'État, la République par exemple. Quand il est civilement responsable. Civilement responsable. Quand la République déploie les armes pour maîtriser un mouvement insurrectionnel, un groupe armé, et que les militaires, au lieu de protéger la population commencent tournent les mêmes armes contre la population. Les militaires seront poursuivis pour ces crimes-là, mais la République va répondre des réparations civiles. Donc la règle... Maître, maintenant, dans ces cas, vous avez dit que ces conflits-là étaient non internationaux. C'est-à-dire non international. C'est-à-dire ce sont nos juridictions ici qui sont compétentes de juger ces crimes-là. Bon, maintenant, s'il arrivait que l'État est reconnu civilement responsable, est-ce que l'État va dédommager ces miliciens ou la République lui-même est censée protéger, ou ça sera comment? Effectivement. De tout ce temps devant les juridictions, en matière pénale, l'État congolais a été toujours condamné. Et quand pour avoir failli au devoir de protéger ses proposés. Et quand il est condamné, l'État paye. Maintenant, dans cette occurrence, l'État va payer la population, ou va payer les miliciens qui sont... Parce qu'il y a eu aussi des victimes. Il y a aussi des... S'il y a des miliciens qui ont été victimes, ils devront aussi... saisir la justice. Saisir la justice, justifier qu'ils ont été victimes, qu'ils ont été victimes de crimes contre l'humanité, crimes de... comme dans ce cas de crimes de guerre. Puisque, par exemple, ils ont été considérés prisonniers et puis exterminés, violés, massacrés. Puisque le viol actuellement a des sens. On peut violer l'homme comme la femme. On peut violer l'homme, mais comment on parle de viol, on ne parle plus... Mais les comètes de mortels se posent toujours cette question. Comment est-ce que l'on peut être violé? Dans quel sens? Il suffit de voir le prescrit de l'article 170, 171 du Code pénal qui prévoit la définition du viol. Vous allez voir quiconque. On ne tire pas le sexe. Oui, là on parle aussi des... on parle aussi des hommes. L'homme peut faire aussi... être aussi victime de viol. Et donc, le fait même pour enrôler ces miliciens-là, la plupart étaient mineurs d'âge. Le fait de les avoir enrôlés dans les mouvements insurrectionnels peut donner droit aussi à réparation par rapport à ceux qui ont enrôlé ces miliciens pour les faire participer activement aux hostilités armées. Et donc, nos juridictions sont compétentes, mais je constate au moins qu'il n'y a que les juridictions militaires qui procèdent par les enquêtes dans ces conflits. Alors que depuis la loi organique de 2013, la compétence de répression des crimes internationaux est maintenant partagée entre les juridictions civiles et les juridictions militaires. Mais moi, je me dis, selon les récits, qu'il y a eu les miliciens qui ont tué la population civile avec des bâtons. Magique entre parenthèses. Là, il n'y avait pas... avec les bâtons, avec les armes blanches. Ce qui donne la compétence aux juridictions civiles de connaître ces faits-là pour crimes de guerre dans le cadre des conflits comme menaçants. Mais ça, c'est métaphysique, maître. Est-ce que... Mais vous allez justifier  Pour qu'on donne compétence aux juridictions militaires, il faut que
le crime soit commis à l'aide des instruments qui appartiennent à l'État. Les militaires. Les armes de guerre. Mais si c'est un couteau, si c'est pas un couteau... Oui, c'est un couteau, bâton, tout ça, c'est les civils. Mais je constate que le parquet général et la cour prennent un peu les pas pour mener des enquêtes. Le parquet général est habilité à enquêter sur plusieurs violations, plusieurs crimes qui ont été commis dans les cas. Maintenant, cette nonchalance-là de leur part, c'est dû à quoi? Pourquoi les parquets civils? J'estime pour ma part, pour avoir participé à plusieurs audiences dans le cadre de répression des crimes internationaux, essentiellement devant les juridictions militaires, j'ai eu aussi à participer à plusieurs ateliers de formation organisés par les ONG en faveur des acteurs judiciaires, les juges, les avocats, les greffiers. Sur ces points-là, on a Avocats sans frontières, on a plusieurs organismes internationaux qui forment les acteurs judiciaires pour qu'ils soient habilités, capacités à connaître les crimes internationaux. Parce que ce sont les crimes, les infractions sophistiquées qui demandent une connaissance, une maîtrise un peu approfondie. Le fait de s'habituer avec les instruments internationaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'estime qu'on peut aussi développer les mêmes procédés ou les mêmes processus de former d'abord les juges civils. Les juges civils. Comme on l'a fait avec les juridictions militaires, qui ont eu même à appliquer directement les statuts de Rome. Dans plusieurs affaires, nous avons des jugements qui ont été produits par les juridictions militaires en application du statut de Rome, qui est un instrument international. Dans l'affaire Gédéon, Kyungu, dans l'affaire Minova, et dans l'affaire... Il y a plusieurs affaires qui ont été jugées par les juridictions militaires. Mais la première affaire qui est passée en matière de crimes internationaux, c'est devant la cour d'appel de Lumbashi. L'affaire Pygmée Bantou. Oui, ils se sont battus, ils sont tués, tout ça. Et la cour avait estimé qu'on était en présence des crimes contre l'humanité et même le crime de génocide. Même si je n'ai pas partagé la qualification des crimes de génocide ou même crimes contre l'humanité, mais on a quand même fait un pas. Alors, j'estime, j'ai mis le vœu de voir aussi le procureur général près la cour d'appel de Cassation centrale, lancer les enquêtes pour aboutir à des procès devant la cour d'appel civile, le cour d'appel civil de Cassation centrale ici, pour qu'on ne laisse pas toujours aux juridictions militaires cette lourde charge de juger les crimes internationaux. Maintenant, maître, s'il s'avérait que l'un des présumés qui a été reconnu coupable dans l'une de nos juridictions ici se trouvait à l'étranger, quelle sera la procédure? Il s'est échappé, il est allé rester par exemple en Angola, en Ouganda, et pourtant il a été reconnu coupable ici de ces crimes de guerre. Maintenant, s'il est dans un autre pays, quelle sera la procédure? Effectivement, la procédure pénale prévoit, dans le cadre d'un prévenu qui est fugitif, qui est à l'étranger, qu'il soit jugé par défaut ou qu'il ne soit pas encore jugé, à partir du moment où on a découvert qu'il est dans tel pays précis, on paie la justice
de ce pays-là, son extradition, si ils sont sur les deux pays, la République par exemple, sont liés par une convention d'extradition. Il doit y avoir au préalable une convention entre États. Qu'en cas de fuite des prévenus chez nous, vous, tel État, vous devez... Là, s'ils sont tous signataires s'ils sont unis par convention, non. D'abord entre États. Oui. Entre États, il doit y avoir une convention bilatérale judiciaire qui permet aux deux États d'extrader, donc de faire retourner les prévenus en fuite dans ces pays-là. Ça c'est un. De deux, si, comme il s'agit d'un crime international qui est prévu par un statut, le statut de Rome, et que si les deux pays sont membres du statut de Rome, le problème ne se pose pas, puisqu'il y a les règles de coopération entre la CPI et l'État membre. Au nom de cette règle de coopération entre la CPI et l'État membre, même si on ne recourt pas à la convention, même s'il n'y a pas de convention, mais dès lors qu'ils sont membres, la CPI, au nom de cette coopération-là, peut solliciter cette extradition. Le statut parle de la remise. Oui, puisqu'il y a complémentarité dans la répression des crimes internationaux, il y a complémentarité entre l'État membre et la CPI. À partir du moment où l'État membre n'est pas à mesure de juger ces crimes-là, il peut déférer devant la CPI. Et la CPI ne vient que pour juger ces crimes-là si l'État reconnaît que devant ma juridiction, je ne saurais pas. Et dans ces cas-là, si l'État se trouve dans l'incapacité de juger ces fugitifs, et en absence de contrats bilatéral lié les deux États pour pouvoir l'extradition de ces prévenus, l'État peut solliciter le concours de ces pays pour intervenir dans cet État membre et obtenir la remise de ces prévenus qui sera jugé. Maintenant, si ce pays requis n'est pas membre du statut de Rome, effectivement, le pays requérant est membre, mais le pays requis n'est pas membre. C'est ça la difficulté qui va se poser, mais de toutes les façons, on peut utiliser la voie diplomatique pour permettre à ce qu'on puisse actionner le contrat d'atteinte judiciaire et permettre que la personne fugitive puisse soit extradée et qu'elle puisse comparaître, répondre de ses faits. Merci beaucoup, maître. Je crois bien vous avez été clair dans votre langage. Nous avons joué le rôle de vous faire parler. De vous faire parler pour que ce que vous appelez en droit de commun des mortels découvre aussi ces choses. Parce que vous voyez aujourd'hui, le droit est à la portée de tout le monde. C'est tout le monde qui veut être juriste, c'est tout le monde qui veut parler droit. C'est ainsi que nous avons voulu que vous soyez aujourd'hui sur notre plateau pour que vous puissiez un peu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur des questions juridiques qui taraudent leurs esprits. Nous vous disons sincèrement merci. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous sommes toujours avec vous parce qu'il y a beaucoup de questions que nous allons commencer à aborder ici dans le cadre de notre émission qui est intitulée « Les droits pour tous ». Nous vous disons sincèrement merci. Votre dernier mot devant nos caméras, s'il vous plaît. Merci Franck. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée ce jour pour parler d'un sujet aussi important. Très important. D'actualité aussi. La répression des crimes internationaux. Je pense que ce n'est que la première fois sur ce plateau. Nous allons encore y revenir en détail pour diversifier un peu les domaines d'intervention par rapport aux plusieurs acteurs, les juges, les avocats, la population,
puisqu'il y en a qui ont des difficultés, qui ne savent pas à qui s'adresser, quelle est la procédure qu'il faut suivre. J'attends les gens pour même les infractions des droits communs, réclamer que celui-là aille à la CPI. À la CPI. Donc, bon, ça m'a donné vraiment... Et puis prochainement, maître, vous allez nous parler sur un point très capital. Qui est compétent de saisir la CPI? Effectivement. Est-ce que c'est tout le monde qui a cette compétence? Parce qu'en droit, la compétence, c'est l'attribution. Qui est compétent de saisir la CPI? Voilà, je crois que prochainement, vous allez nous parler. C'est un sujet qui intéresse. Très important. Nous allons revenir pour éclairer un peu l'opinion, puisque les gens utilisent abusivement la saisie de la CPI. Non, celui-là, il ira à la CPI. Celui-là, il va finir par la CPI. Nous allons un peu, si vous voulez bien, avoir plusieurs émissions en rapport avec les droits internationaux prévus par les statuts de Rome. Les statuts de Rome. Mais pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Ntambwe. Le plaisir vraiment est partagé. Nous sommes édifiés par votre exposé. Nous vous disons sincèrement merci. Vous avez écouté notre invité. Je crois qu'il a beaucoup de choses à dire. Prochainement, nous allons aborder encore une question très importante, surtout pour vous, les amoureux du droit. Vous me dérangez toujours pour que je reçoive sur notre plateau les professionnels de droit. Là, j'ai dit merci à Maître Moïse à Kinshasa qui m'avait donné ces conseils-là. Il avait beaucoup insisté pour que je commence aussi à recevoir les juristes sur le plateau de Genok TV et aborder aussi les questions juridiques. C'était le cas aujourd'hui. Nous vous disons sincèrement merci. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement sur cette chaîne qui est la vôtre. Nous avons beaucoup d'émissions que nous allons commencer à passer ici qui va beaucoup vous édifier. Derrière nos caméras, c'était notre caméraman de tout le temps, King Mbweshi. Le présentateur, c'était notre humble serviteur, Bishop Franck Ojvando Hill. L'invité, c'est Maître Dieudonné Ntambwe. Je passe bien au début de notre émission. Il est temps de pouvoir se présenter. Vous l'avez découvert, ce n'est pas la fin. Je crois que nous sommes toujours avec lui. Chaque samedi à 13 h, soyez connectés et vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Muhammad Ali, ladies and gentlemen.